paye des fonctionnaires de l'État. La République démocratique du Congo perd 800 millions de dollars américains chaque année. Révélation faite par l'Inspection générale des finances après un audit du fichier de cette paye. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a soumis son rapport annuel des activités allant d'avril 2022 au mois de mars 2023 à l'Assemblée nationale. Au Soudan, les combats s'intensifient malgré la trêve négociée par les États-Unis. Le bilan ne cesse de grimper. On compte à ce jour plus de 500 morts et 4000 blessés. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 800 millions de dollars américains constituent le manque à gagner annuel subi par le Trésor public, indique le rapport de l'Inspection générale des finances sur l'audit du fichier de la paye des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite en présence de responsables de la paye des FARDC, de la police nationale congolaise, du CECOP ainsi que de secrétaires généraux de l'administration. L'IGF promet de poursuivre ses enquêtes pour dénicher tous les pilleurs des finances publiques. Ce sont des chiffres qui font froid au dos. Après les enquêtes menées par l'Inspection générale des finances sous l'audit du fichier de la paye des agents de l'État, le manque à gagner mensuel subi par les trésors publics est estimé à plus de 148 milliards de dollars. Il ressort de cet audit que 145 604 agents payés disposent des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour le besoin de la paye. 53 328 agents disposent à eux seuls plus d'un numéro matricule dans les fichiers avec le même nom. 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés. 43 727 agents payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine. Et 961 agents chargés du traitement de la paye se trouvent sous les listes de paye de plusieurs ministères, plusieurs d'entre eux sur plus de 15 listes de paye, selon les rapports de l'Inspection générale des finances. D'après elle, certains cas d'irrégularité manifestes font l'objet d'une désactivation. La liste de 961 agents chargés du traitement de la paye impliqués dans les réseaux mafieux sera transmise aux instances judiciaires. Face à cette situation et sur instruction du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, l'Inspection générale des finances va poursuivre avec l'Inspection générale de l'administration publique le travail de nettoyage du fichier des effectifs des agents de l'État. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a reçu en audience les caucus des députés et sénateurs du Haut-Uélé. Ces derniers sont venus s'informer sur les conclusions de la mission de contrôle de l'IGF sur la gestion de leur province. Voulant s'informer sur les conclusions de la mission de contrôle de l'IGF sur la gestion de leur province, le caucus des députés et sénateurs du Haut-Uélé a été reçu à l'Inspection générale des finances. Le chef de service de l'IGF leur a fait savoir que le rapport de contrôle de la province du Haut-Uélé est en phase de finalisation et sera publié dès la semaine prochaine. Il ressort de cette rencontre que nous avons eue avec l'inspecteur général des finances que le dossier suit son cours normal. Donc on est aujourd'hui à l'étape de l'élaboration, de la finalisation de la feuille des observations, qui sera suivie de rapport final. Bien après, c'était au tour de la délégation des députés provinciaux du Sud Kivu de fouler leurs pieds à l'Inspection générale des finances. Les 26 députés provinciaux ont été reçus par le chef de service adjoint Victor Batoubenga et le coordonnateur Herman Lieleza. Les élus provinciaux du Sud Kivu ont manifesté le souci de comprendre qu'en est-il du rapport de gestion de leur province. Après échange, l'Inspection générale des finances, qui par ailleurs a salué la démarche, a recommandé aux députés provinciaux ceci: s'ils veulent obtenir les informations sur le rapport de l'IGF, il est soutenable de notifier ce service qui verra de quelle manière disponibiliser les informations demandées à leur possession.
Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante est allé soumettre le rapport annuel des activités de cette institution d'appui à la démocratie à l'Assemblée nationale. Le rapport des activités va du mois d'avril 2022 au mois de mars 2023 avec plusieurs points saillants, notamment la cartographie, l'identification et l'enrôlement des électeurs. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale, nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points saillants, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription, mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que, si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. À l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Cette équipe est vraiment au travail, la CENI tout entière, avec tous nos démembrements. Nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exhorté les membres du gouvernement à considérer la fonction ministérielle comme un sacerdoce et à privilégier l'intérêt et non le contraire. Le président de la République l'a dit à l'occasion de la clôture du séminaire du gouvernement. Séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement, Sama Lukonde 2. Ce séminaire qui a pour objectif de mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour clôturer ces assises, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement le propos qu'il avait tenu il y a un mois lors de la 92e réunion du Conseil des ministres. La fonction ministérielle, qui bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la tenue de ce séminaire au thème évocateur, à savoir construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Confiant dans la qualité de la matière dispensée que dans celle des orateurs du séminaire, le président Tshisekedi a renchéri que tous les membres du gouvernement sont désormais sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne les efforts de travail à fournir. Il a eu pour objectif principal la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Juste avant le discours du chef de l'État, c'était le Premier ministre Sama Lukonde qui avait pris la parole au nom de l'Assemblée réunie. Le chef du gouvernement a remercié le chef de l'État d'avoir accepté de parrainer ce renforcement des capacités de l'équipe gouvernementale. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les capacités des membres et de consolider la cohésion de l'équipe gouvernementale dans l'action au bénéfice de la population congolaise. Au Nord Kivu, des incidents sécuritaires ayant entraîné la mort d'un militaire des FARDC, des pillages de biens en ville de Butembo étaient au cœur des échanges entre la population civile et l'armée par sa bande de relations civilo-militaires, initiative du Conseil urbain de la jeunesse. Ces incidents malheureux ne devraient pas briser les relations entre les civils et l'armée. L'auditorat militaire est déjà saisi du dossier et les coupables vont répondre leurs actes, a annoncé aux participants le président de la commission chargée du renforcement des relations civilo-militaires au sein de la 31e brigade des FARDC, le lieutenant-colonel Patrick Mugisha. Le dossier est déjà à court. L'auditeur est déjà saisi. Ces pillages, je pense que moi-même, je les ai visualisés parce que j'ai eu à sillonner
presque quelques boutiques, quelques maisons, des charges téléphoniques. Moi-même, de mes propres yeux, je viens de constater et regarder, effectivement, il y a eu des pillages. Les porteurs d'armes qui étaient dans les quartiers ces jours-là étaient des militaires. Je pense que l'auditorat militaire va nous édifier plus sur leur identité propre. Tout était parti de l'assassinat d'un militaire dans la soirée de lundi par des inconnus armés qui avaient tiré sur l'infortuné. Pris de colère, certains de ses collègues s'étaient mis à tirer de coups de feu, créant panique au sein de la population civile. S'en est suivi des scènes de pillage dans des maisons de commerce notamment et arrestation de certains jeunes du quartier. Certains éléments incontrôlés des FARDC sont pointés du doigt. Des actes contre lesquels la population civile exige des sanctions. Le constat est très amer. Nous recommandons aux autorités de pouvoir s'impliquer dans la justice. Il n'y a aucune paix qui peut être durable, qui peut même être restaurée sans justice. Dans la ville de Butembo, nous enregistrons beaucoup de cas d'assassinat. Que ce soit du côté des militaires, du côté des civils, des cas de pillage, l'impunité bat le plein ici à la ville de Butembo. Ces dernières semaines, la ville de Butembo enregistre des cas d'insécurité caractérisés par des assassinats et d'extorsion des biens. Rostombiani craint que cela crée à nouveau une méfiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Et les cadres et agents du Fonds forestier national ont bénéficié d'une séance de renforcement des capacités. Durant 4 jours, il était question de faire un état de lieu des antennes provinciales et mécanismes pour améliorer leur rendement. Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des agents et cadres du Fonds forestier national. Honoré Mulumba Kalala, directeur général du Fonds forestier national, a rappelé l'importance des dits travaux. L'essentiel, c'est que cela fait plus ou moins 6 ans que nous n'avions jamais réuni au sein du FFN tous les chefs d'antenne, pour ne pas dire toutes les provinces du Fonds forestier. Il était donc de mon devoir de demander au conseil d'administration pendant plus de 14 mois pour qu'il puisse accepter que finalement tous les chefs d'antenne et tout ce qui travaille dans les postes puissent être ici à Kinshasa pour un état des lieux qui concerne le renforcement de capacités et tout ce qui peut aider à comprendre ce que nous devons faire dans les recommandations. Les chefs d'antenne, quant à eux, n'ont pas manqué de remercier le numéro 1 de cet établissement public pour cette initiative louable. Nous rendons ensuite un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à son Excellence Madame Eve Bazaïba Massoudi, ministre d'État, en la maintenant à la tête de notre méga ministère de l'Environnement et Développement durable. En tant que bon manager, Honoré Mulumba Kalala a appelé ses collaborateurs à mettre l'homme au centre de tout avant de promettre de ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre et appliquer les recommandations ou résolutions issues de ces assises. La population de la commune de Kisenso a manifesté son mécontentement ce jeudi à travers les rues, réclamant la réhabilitation de son bourgmestre Asiwel Godé. Ce dernier a été suspendu de ses fonctions hier par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Depuis l'annonce de la suspension par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, du bourgmestre de la commune de Kisenso, récemment nommé par ordonnance présidentielle, Asiwel Godé, la population de cette municipalité a refusé de rester calme. Reproché selon l'hôtel des villes de faire la promotion de la violence à la base de l'insécurité dans la municipalité, les notables de Kisenso parlent plutôt de ce qui serait la prise hors contexte de ces propos ou carrément un malentendu, raison pour laquelle sont-ils dans la rue et plaident pour sa réhabilitation. Godé aime Kisenso et c'est un fils de cette commune. Quand il vous demande d'être vigilant et de ne pas nous laisser abattre par des inciviques, vous nous voulez du mal. Qui dans ces pays ne connaît pas la légitime défense? Qu'est-ce que Godé a fait de mal? Il a redoré l'image de Kisenso, il traque les Kuluna et aujourd'hui la situation s'est améliorée. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Papa Godé est le seul qui a réussi à identifier tous les Kuluna. Il nous a donné la paix alors qu'on n'arrivait même pas à bien nous déplacer. En parlant de l'insécurité à Kisenso, l'on note dans les actifs d'Asiwel Godé
la mise en place d'un registre contenant les noms et les adresses de tous les Koulouna repris de justice et des individus suspectés à répétition par la population, chose réalisée après un dur labeur. Registre nommé Livre Blanc. Parlant infrastructure, dans cette édition, l'avenue des poids lourds dans son tronçon compris entre l'arrêt des bus Apollo et Baramoto laisse à désirer. Faute de canalisation après chaque pluie, les eaux stagnent sur la chaussée. Une situation à la base des embouteillages observés sur cette voie et qui pourrait créer des nids de poules constatés par Héritier Ntambo. Après chaque pluie, les riverains de ces quartiers de la capitale et plusieurs usagers de la route ont du mal à emprunter ces boulevards nommés poids lourds. Plusieurs versions des faits sont émises par eux pour expliquer pourquoi ces tronçons est particulièrement la proie des inondations. Et selon ces derniers, ces inondations sont dues au bouchage des caniveaux. Il y a sûrement bouchage des caniveaux quelque part, parce qu'auparavant, après les averses, on ne remarquait pas des eaux des pluies sur la chaussée. Il faut une bonne canalisation en cet endroit. L'eau ne bouge pas, tout est bloqué ici. Laissez-moi vous dire que les inondations font refuge là-bas. Il n'y a aucun suivi, pas moyen que l'eau passe. Par ailleurs, les usagers et riverains demandent aux services en charge de l'entretien des routes de tenir compte de ces mâles, car ces eaux de pluie qui stagnent ce lieu peuvent contribuer à la destruction de cette chaussée des poids lourds. Il est impérieux de rappeler que la route des poids lourds a été rénovée par la coopération japonaise et a coûté 70 millions de dollars américains, dont une vingtaine du gouvernement congolais. Une route qui sert de raccourci pour les populations du district de la Tchangou et ceux de la commune d'Elimete dans sa partie est. Jeunes, quelle arme porter pour vaincre les ennemis de la RDC? Ce thème était au centre de la conférence animée à l'université William Booth de Kinshasa par William Mukambila. Finalité, inculquer à la jeunesse les notions sur la sauvegarde de l'intégrité territoriale du pays. Dans le cadre de la campagne d'engagement patriotique des jeunes initiée par l'ambassadeur William Mukambila depuis le début du mois d'avril, l'amphithéâtre d'honneur de l'université William Booth a servi de cadre à une conférence le mercredi 26 avril 2023. Conférence animée par l'ambassadeur William Mukambila dont le thème était « Jeunes, quelle arme porter pour vaincre les ennemis de notre pays ?» Dans son exposé, le numéro 1 de la jeunesse congolaise a présenté le patriotisme comme arme que les jeunes doivent porter pour vaincre les ennemis de la RDC. Jeunes, quelle arme porter pour vaincre les ennemis de notre pays? Vous comprendrez que pour que notre pays aujourd'hui soit un pays émergent, soit un pays développé, nous devons tous porter une seule arme, c'est le patriotisme. Sans l'amour de la patrie à nous, chers frères, ne pensons même pas que le pays sera un jour développé. Après un jeu de questions-réponses, l'ambassadeur William Mukambila a sensibilisé ses pères jeunes à cultiver l'amour de la patrie. C'est par une photo des familles que s'était clôturée la dite conférence. Lutte contre le réchauffement climatique, le gouverneur de la province de Tchopo en fait son cheval de bataille. Madeleine Nikomba a semé quelques jeunes plans, question de sensibiliser ses administrés. La gouverneure de la province de la Tchopo, Madeleine Nikomba Sabangu, donne les tons et prêche par l'exemple. Tôt ce matin, à son arrivée au gouvernorat, elle a surpris tous les agents en plantant 2 arbres. Un exemple suivi par les directeurs des cabinets, le professeur Yakusu Sam, qui s'est répandu sur les directeurs des cabinets adjoints, la cellule de communication, ainsi que d'autres agents. Tour à tour, les agents interprètent chacun à sa manière les gestes posés par la gouverneure de province. Madame la gouverneure n'a pas attendu seulement la journée de l'arbre pour planter les arbres. C'est un enseignement pour nous dire que nous devons préserver la nature. Madame la gouverneure voulait réduire notre empreinte écologique. La province de la Tchopo, c'est une province agricole. Et c'est quel arbre que Madame la gouverneure a planté? C'est les cacaoyers. Donc l'arbre des dieux, parce que le fruit que les cacaoyers donnent, c'est ce qui produit le chocolat. Et c'est à la Tchopo qu'on va retrouver d'ici quelques 2 ans, 3 ans, la plus grande production de cacao, je pense, de la République démocratique du Congo, pourquoi pas de l'Afrique. Son Excellence, Madame la gouverneure, commence à initier un message qui va bientôt être lancé. Ça signifie que la province de la Tchopo, tout le monde doit rentrer dans l'agriculture. Planter un arbre à cette ère du réchauffement climatique est un acte salutaire, d'où l'appel de la gouverneure à toute la population tchopolaise à emboîter les pas.
En politique, récemment premier vice-président de l'UNAFEC, bras droit de feu Antoine Gabriel Kungwa Kumwanda est l'un des plus grands leaders du Katanga. Juvenal Kitungwa annonce son départ de l'UNAFEC et reste fidèle à l'Union sacrée de la nation pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il dénonce le bradage de son ancien parti par ses dirigeants actuels auprès de certains leaders katangais qui se servent de l'UNAFEC comme outil de chantage au pouvoir en place. Cofondateur de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, INAFEC, principal artisan de la JINAFEC dans sa conception et dans son organisation actuelle, et 34 ans d'élite aux côtés des feux Antoine Gabriel Kungwa Kumwanda, Juvenal Kitungwa a décidé de quitter officiellement l'INAFEC. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 26 avril à Lubumbashi. Que nous prenons congé de l'UNAFEC Il dénonce les conflits de leadership, l'acharnement contre sa personne et la volonté de certains dirigeants de l'INAFEC de brader le parti. Face à la volonté manifeste de l'actuel président national à l'intérim de l'INAFEC et après avoir épuisé toutes les voies de recours, il ne voit plus son lendemain meilleur au sein de ses partis. Les leaders de notre parti ne jurent que sur l'argent et les postes politiques au détriment des fondamentaux. Fidèle aux engagements pris par son mentor, Feu Kungwa Kumwanda, il reste au sein de l'Union sacrée pour soutenir le chef de l'État. Nous restons et nous demeurons dans l'Union sacrée, dont l'autorité morale est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Il a d'ailleurs réfuté tous les ragots distillés par ses détracteurs sur son éventuelle proximité avec le président de Ensemble. Dans le reste de l'actualité au Soudan, le combat s'intensifie malgré le cessez-le-feu négocié par les États-Unis. Le bilan ne cesse de grimper. On compte à ce jour plus de 500 morts et 4000 blessés. Plusieurs pays ont évacué leurs ressortissants suite à ces violences. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur mardi, les combats continuent au Soudan, aussi bien à Khartoum que dans d'autres zones du pays. C'est depuis plus d'une semaine que le Soudan est victime d'un conflit meurtrier qui oppose l'armée et des paramilitaires, des violences qui ont coûté la vie à près de 500 personnes, plus de 4000 blessés selon un bilan du ministère soudanais de la Santé qui reste encore provisoire. Comme vous pouvez le voir, la mosquée située dans le marché a été détruite par l'explosion. Tous les magasins du marché ont été détruits par la puissance de l'explosion. Les portes des magasins ne sont plus accessibles. Les gens sont désemparés, ils font la queue pour du pain, ils font la queue pour du carburant. Mais on ne trouve ni carburant, ni pain, ni eau. La sécurité n'est pas garantie et la situation est très mauvaise dans les centres de santé. Les gens sont malades et les blessés ne peuvent pas être soignés. Nous faisons la queue pour obtenir du carburant, mais nous n'en trouvons pas. Et il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Depuis le début de ces combats, le 15 avril, des dizaines de milliers de personnes ont fui les violences et se sont réfugiées pour la plupart dans des pays frontaliers, et plusieurs pays ont évacué leurs ressortissants, comme la Chine qui va, elle, aussi évacuer les siens en dépêchant des navires des marines. Notons que malgré les hors-services de l'aéroport de Khartoum, de nombreux civils et des étrangers ont tout de même réussi à fuir le pays par avion dans des pistes les plus petites. Place au rappel des titres à présent. Paye des fonctionnaires de l'État, la République démocratique du Congo perd 800 millions de dollars américains chaque année. Révélation faite par l'inspection générale des finances après un audit du fichier de cette paye. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a soumis son rapport annuel des activités allant d'avril 2022 au mois de mars 2023 à l'Assemblée nationale. Au Soudan, les combats s'intensifient malgré la trêve négociée par les États-Unis. Le bilan ne cesse de grimper. On compte à ce jour plus de 500 morts et 4000 blessés. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
l'actualité reste en continu.